Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce vendredi, c'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, et Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des démocrates. C'est avec eux que nous analyserons les grands sujets ayant marqué l'actualité cette semaine. La question de la liberté de presse a été largement évoquée avec en toile de fond le retrait des fréquences à la télévision LCF et à la radio City FM, toutes deux du groupe Sud Média. Ce matin, au-delà des condamnations et appels à réouvrir les deux chaînes télé, le confrère Togo Réveil évoque l'impardonnable négligence de Pascal Bodiona, le promoteur, et la tardive rigueur de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de sauver les emplois et redonner du plaisir aux téléspectateurs et aux auditeurs, écrit notre confrère Togo Réveil. Mais comment tout cela sera-t-il donc possible si les deux médias concernés restent fermés? Ce sera notre interrogation. Les réformes politiques et la mission de la commission de réflexion à ce sujet, des discussions sont en cours pour trouver l'alchimie idéale. La ANC reste sur sa position. Vidons d'abord l'accord politique global. Que pensez-vous de tout ça? On va aborder le sujet avec les confrères en studio. Avec mes confrères en studio, Taxi Presse, c'est parti pour la première partie. Bonjour Fabrice Pétiesi. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Abi Alpha, bonjour. Bonjour à ta rédaction, à toi-même et à tous ceux qui nous écoutent. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Loïc Lawson, on l'espère bien. Il a quand même confirmé sa venue. Bonjour Ferdinand. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis de Taxi Presse. Alors on va commencer par vous puisque on en avait parlé la dernière fois avec cette affaire, cette agression sur l'un de vos reporters, sur un lieu de reportage d'ailleurs ce matin avec votre rédacteur en chef Maxime Dominion, on en parlait à l'antenne de Taxi Media Show. C'est évident que la presse est en danger aujourd'hui, la sécurité des journalistes ne sont plus garanties véritablement au Togo. Je crois que dans un passé récent, il y a eu des conférences, des rencontres initiées parfois par les organisations de presse et certains corps de l'armée, notamment l'état-major ou parfois la police et la gendarmerie, pour essayer de faire en sorte que entre les journalistes et les corps habillés, il n'y ait pas de quiproquo, parce que souvent ils sont sur les terrains d'opération, les journalistes aussi font leur boulot et de temps en temps il y a des malentendus. Et donc il y a eu des initiatives qui ont été multipliées avec la bienveillance même des autorités de ces différents corps-là, notamment le ministre de la Sécurité. Mais aujourd'hui il est quand même dommage, je dirais même révoltant, de constater que ces genres de rencontres n'ont pas servi à grand chose. Quand je vois ce qui s'est passé avec ce reporter-là, notre journaliste, le mardi dernier à Kato, là, où il est allé faire son travail, les gendarmes qui étaient sur les lieux avaient une réquisition du procureur pour démolir des maisons dans un litige foncier entre deux collectivités. Naturellement, le journaliste est rendu sur les lieux pour faire son boulot. Et quand il est arrivé, ces gendarmes avaient dressé des barrières à tous les rues qui menaient sur le terrain litigieux. Et lui, il a garé sa moto, il s'est avancé vers eux. Son témoignage est dans le journal. Il s'est présenté à eux. Il était dans son gilet de journaliste. On lui demande sa carte. Et il retourne vers sa moto chercher sa carte. Et il discute avec celui qui conduit l'opération. Il lui demande s'il a un ordre de mission. C'est comme si pour aller couvrir un événement sur le terrain, vous avez besoin d'un ordre de mission. Un ordre de mission. Ouais. Et le journaliste lui dit non. Et il dit non, d'aller chez le procureur pour trouver un ordre de mission, que c'est le procureur qui les a envoyés ici. Le temps pour... et pendant qu'ils discutaient, les dégâts avaient déjà commencé. Il y avait des courses-poursuites. Et donc le journaliste a sorti son téléphone portable. Il a commencé par prendre des images. Et c'est comme ça qu'ils se sont rués sur lui. Ils ont commencé par le tabasser, le premier, le deuxième, le troisième. Et lui, naturellement, le réflexe qu'il a eu, c'est de courir. Et donc, ils le suivent et ils le récupèrent, ils le prennent par l'école et ils l'immobilisent. Et ils continuent de le frapper. Et après, ils lui mettent les menottes, les bras derrière. Et ils le jettent dans un coin.
Et ils partent, continuent l'opération, il dit tu restes là. Et pendant qu'il était menotté les bras derrière, de temps en temps, un d'entre eux, du nom de Ramadan, qui... parce que je donne maintenant les noms, parce que nous avons fait les vérifications. La dernière fois, il n'y a pas de nom, beaucoup se plaignaient. Un gendarme du nom de Ramadan, qui est à la brigade de Zanguera, qui était en renfort, venait régulièrement serrer les vis, et serrer les menottes pour lui faire mal. Et il est resté comme ça menotté pendant plus d'1h30, et le temps que l'opération ne finisse. Entre-temps, ils ont pris un jeune qu'ils ont menotté, qui sont venus aussi mettre à ses côtés. Et après, ils les ont embarqués tous à la brigade de Saguado. Entre-temps, le journaliste avait, parce qu'il était menotté depuis plus d'1h30, il avait senti le besoin d'uriner. Et le gendarme de lui dire non, mais il n'a qu'à uriner. Et il a forcé à uriner dans ses pantalons. Et donc, il y a eu une série de questions qui lui ont posées. Il dit oui, c'est qui le directeur de ton journal? Il dit oui, c'est Ferdinand. Il te dit, ah, lui là, on entend parler de lui. Si c'est qu'on l'avait trouvé lui-même, il devait comprendre que comme c'est toi qu'on a pris, tu vas servir de cobaye. Que quand vous êtes dans la masse, vous faites du bruit. Aujourd'hui, c'est toi seul qu'on a pris, tu vas payer pour les autres. Que journaliste, on s'en fout. Nous, on a reçu des ordres. Et voilà quoi. Et donc, il amène au commissariat. Ce sont des mots. Ah oui, c'est tout ça, c'est dans le témoignage. Oui. Et il amène au commissariat, à la brigade, toujours menotté. Et donc ça faisait plus de 2 heures qu'il avait les menottes. Et après, l'officier le sous-lieutenant qui a dirigé les opérations, après on a eu son nom, c'est Essos Alaka, il est arrivé. Et pour lui remettre ses portables, parce qu'ils ont pris les portables et ils ont effacé les images de tout ce qu'il faisait. Et avant qu'ils ne fassent les images, quand ils ont pris le portable était codé. Ils sont venus lui demander de leur donner le code pour décoder le portable. Et il a refusé, ils l'ont forcé. Et comme il était menotté, il a donné le code. Et ils sont partis, ils ont enlevé les images. Et quand il est revenu à la brigade de Saguado, le sous-lieutenant vient, il donne les portables au CB. Et il dit au CB, ils étaient, je crois, à 13h30. Il lui dit, vous le gardez menotté jusqu'à 14h. Et c'est après 14 heures que vous le libérez. Et donc, il est resté menotté comme ça jusqu'à 14 heures, donc plus de 2 heures de temps. Et c'est après 14 heures qu'on le libère. On prend son identité, ainsi que le jeune qu'ils ont appréhendé. Et puis, bon, après, on lui donne les portables, on lui dit de partir. Comme ça. Et donc, moi, quand l'incident s'est passé, pendant qu'il était toujours dans leurs mains, moi, j'ai appelé des amis, des confrères, pour que ceux qui ont des accès facilement aux autorités puissent intervenir. Et donc, eux, ils m'ont dit qu'ils ont appelé le ministre, mais il était en conseil des ministres, quelque chose comme ça. C'est son aide de camp qui a pris le téléphone, mais de me calmer que ça va se résoudre. Et donc, quand il est sorti, moi, je l'ai envoyé faire un examen médical immédiatement. Il y a eu un certificat médical qui a été établi par un médecin que nous avons actuellement, qui a certifié tout ce qu'il a eu comme blessures, hématomes et tout, parce que nous allons réserver une suite judiciaire à cette affaire. Et puis après, je l'ai envoyé vers certaines organisations de droits de l'homme, Amnesty, ACAT, pour aller faire son témoignage. Et ensuite, des confrères... Est-ce qu'il a été frappé? Frappé, il a été frappé. Parce et tout le temps frappé avec les matraques. C'est qu'on ne lui a rien fait du tout. Oui, mais c'est ce qu'eux ils disent. Oui. Ouais, c'est ce qu'eux ils disent. C'est toujours comme ça. Quand on les prend en flagrant délit, ils disent qu'ils n'ont jamais rien fait. Est-ce que vous imaginez que tout ce que je raconte là sort comme ça de l'imagination? Suivez son témoignage, vous verrez comment est-ce qu'il a parlé, comment est-ce qu'ils ont entamé la discussion, comment ils l'ont frappé, comment est-ce qu'un journaliste, et puis je peux quand même certifier que c'est quand même l'un des journalistes qui n'a pas de problème avec personne, c'est un gars respectueux qui passe partout sans histoire. Et comment est-ce qu'il peut inventer le fait qu'on venait lui serrer les menottes régulièrement? Non, c'est comme ça ils font. À chaque fois qu'on les prend, ils essaient de dire non, on n'a jamais rien fait. Mais ça, ils iront le dire devant les juges. Parce que là, on ne peut pas accepter que des gens... moi, je pense que la gendarmerie, c'est un corps noble, comme la police, comme l'armée. Il y a des gens qui sont là-bas, qui font de bons boulots. C'est des gens que nous apprécions. Parce qu'après tout, c'est nos frères, c'est nos soeurs qui sont dans ces genres de corps. Et quand ils ont des problèmes, comme on les appelle la grande muette, eux aussi viennent dire leurs choses à la presse qui les aide. Mais on ne peut pas accepter que des institutions comme ça, l'image des institutions comme ça, soit ternie par des brebis galeuses qui se comportent comme des sauvages. Ah oui. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et il faut que ces gens-là, leur hiérarchie, arrête de les couvrir. Vous avez vu en France des policiers qui se sont permis de frapper et ce jeune homme-là, ils sont tous mis en examen. Il faut qu'à un moment donné, les gens arrêtent de faire ce genre de choses. Et donc, il est allé à la justice, chez le procureur, pour déposer sa plainte.
il a rédigé la plainte et on lui a dit non que le dossier est très sensible. C'est ce qu'on lui a dit au tribunal. Oui, pour que ces genres de choses, il faut qu'il voie lui-même directement le procureur. Donc le parquet, le secrétariat du parquet n'a pas enrôlé le dossier. Mais ils ont eu la plainte, mais ils n'ont pas enrôlé. Ils l'ont dit de revenir ce matin. Donc ce matin, il est retourné pour voir le procureur. Comme ils disent que c'est un dossier sensible, il n'y a que le procureur qui puisse décider. Moi, j'attends de voir si le procureur va rejeter la plainte d'un citoyen ou va l'accepter. Et après ça, bon, on verra ce qu'on pourra dire. Mais avant que les autres ne prennent la parole, je voudrais quand même remercier tous les amis, les organisations de presse, CONAP, UGIT, OTM, PPT, les organisations de droits de l'homme, tous ceux qui nous ont appelés pour savoir ce qui s'est vraiment passé, qui ont sorti des déclarations pour condamner ces genres d'actes. Parce que ces genres de choses, nous devons faire en sorte que ça ne se répète pas. Même si ce n'est pas un journaliste, un simple citoyen, on ne doit pas le traiter de cette manière-là. Voilà. Fabrice, votre organisation aussi a sorti un communiqué pour condamner à peu près ce qui s'est fait là. Oui, c'est quand même inconcevable qu'en 2017 on continue encore pas à vivre de ces genres d'actes venant des forces de sécurité qui sont censées protéger les citoyens, parce qu'en réalité, comme l'a dit Ferdinand, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le passé pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de situation, des séminaires par ici, des sensibilisations des forces de l'ordre également. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a toujours des poches de résistance, des gens qui se comportent comme si ils ne sont pas sur cette planète. Ou bien c'est quand ils sont sur des terrains d'opération qu'ils deviennent comme ça, brusquement. Non, ce qui s'est passé dans ce cas précis est un peu particulier. Généralement, parfois on a l'habitude, on dit bon, c'est une bavure, peut-être on balançait un gaz lacrymogène et puis bon, ça vous touche. Ici, on sent tout simplement que la personne a été ciblée. Et il y a une volonté manifeste. Il y a une volonté manifeste d'infliger des sévices à un individu appartenant à un corps de métier, notamment un journaliste. Je crois que c'est ce qui est dangereux. Parce qu'on a l'impression comme si la question était j'étais un menuisier ou autre, ils ne seraient pas allés jusqu'à là où ils sont allés. Donc c'est ça qui est dommage, que les journalistes n'ont jamais rien fait aux forces de sécurité. Chacun fait son travail. Il peut arriver sur le terrain qu'on s'égratine, mais en arriver là et infliger de ces services-là à un individu tout simplement parce qu'il est journaliste et il est venu faire son travail. Je crois que au-delà des plaintes qui vont être portées, il faudrait que des disciplines ou du moins des sanctions disciplinaires soient prises par la... Et cela, il faut que ce soit vérifiable, ces sanctions disciplinaires-là. Oui, on a l'habitude de le dire dans ce pays, mais on ne sait vraiment pas ce qui se passe dans le c'est vrai que généralement, parfois, ils n'aiment pas trop communiquer là-dessus. Ils ont leurs sanctions à leur niveau. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut aller se prendre là où on veut, au-delà des sanctions disciplinaires que ces individus-là, ou du moins ces agents-là auront au niveau de leur unité. Il faudra également que la justice fasse son travail. Et je sais très bien qu'il y a eu des cas comme ça par le passé et le ministre Yark a toujours collaboré d'une manière positive. Et j'espère qu'il en sera le cas dans ce cas précis pour que vraiment les gens sentent que... Parce que on est encore bien loin de cette époque-là où on va vous dire allez vous faire voir là où vous voulez. Je crois que cette fois-ci, il faut vraiment que des sanctions soient prises à l'encontre de ces gendarmes. Oui, parce qu'au niveau de journal alternative, on parle de torture et quand nous savons que le Togo récemment a fait voter une loi dans ce sens-là, je ne sais pas si nos amis là vont échapper à cela. Parce que nous avons utilisé ce terme parce que quelqu'un qui vient serrer des menottes, parce que ce garçon, quand ils ont enlevé les menottes, ses mains il ne retrouvait plus ses mains facilement, la sensation de ses mains facilement. Vous voyez, menotté pendant 2 heures, on venait serrer les vis. Vous voyez, ça c'est des traitements de torture. Et quand on vous force à faire vos besoins dans vos pantalons, ça c'est des traitements des dégradants et inhumains. Donc on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que des humains puissent soumettre leurs semblables à ces genres de comportements. Bien. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Eric Gator. Et ça vous révolte un petit peu aussi? Oui, mais... quand tu lis le témoignage, tu te dis, mais écoute, on est où là? On est au Togo. Et en 2017, où l'armée est où dans l'armée, on retrouve des officiers de plus en plus instruits qui ont fait des grandes écoles, où chaque année, on essaye de former les agents
les hommes de troupe pour leur faire comprendre que, ben, écoutez, le monde a changé et que nous sommes à une autre époque, où j'ai entendu plusieurs fois le ministre Yark qui ne badine pas avec ces genres de bavures et monter au créneau pour discipliner en tout cas les éléments incontrôlés, entre guillemets. Et ce n'est pas possible. Ce qui est arrivé, moi je pense que, et en plus c'est arrivé à un mauvais moment où on ferme d'abord des télés et tout le monde criait. Et ce qui est arrivé là, j'ai dit honnêtement, pour une république qui se respecte, parce que ce qui est arrivé peut t'arriver, irrigateur, peut m'arriver, moi Loïc, il est à condamner avec la dernière énergie. Et si les journalistes doivent se mobiliser pour que la personne incriminée soit sanctionnée, il faut le faire. Je ne sais pas pourquoi dans ce pays, on fait toujours les efforts de protéger les éléments incontrôlés. Vous savez, en France, ce qui se passe actuellement, c'est ça. Le chef de l'État est parti rendre visite. Le président Sarko et Hollande est parti rendre visite à ce jeune homme de banlieue qui n'est rien, entre guillemets. C'est juste un simple citoyen. Mais parce qu'il a été traité de manière inhumaine, parce que c'est la même chose. On veut l'interpeller, on a vu comment ça passait. Voilà. Mais il n'est pas journaliste. Mais le président de la République est allé le voir. Là-bas, dans les hôpitaux. Ça fait l'actualité depuis combien de jours? 3-4 jours, ce n'est que ça. Et le dossier a été instruit en justice. C'est comme ça une république qui se respecte. L'un des policiers a été le policier qui a fait ça, en tout cas ce qui s'est passé à Katou, celui qui l'a fait, et son supérieur, les complices, tous doivent être sanctionnés. Parce qu'à un moment, s'il y a un seul qui déraille, il faudrait au moins que le supérieur lui dise, mais écoute, ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Oui. Mais si tous se sont tués, c'est qu'ils ont été complices. C'est en cela, je dis, il faut sanctionner. Et moi, je fais confiance à la rigueur du ministre Yark. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que la justice et l'autre fera. Je connaissant le ministre Yark, nous n'avons pas aussi une cour militaire. Non, mais est-ce qu'on a besoin d'une cour militaire pour ça? Parce que pour que les policiers ou les gendarmes ou les corps habillés soient véritablement trahis devant les tribunaux, je sais. C'est ce qui se passe habituellement. Je sais. Même s'il n'y en a pas mise en place. Bon, je ne sais pas si elle est déjà effective. Même s'il n'y en a pas, au moins, il y a au niveau de l'armée la discipline. Et les sanctions qui sont prises pour des cas comme ça. On doit sanctionner. On ne dit pas qu'on appelle la presse pour que la presse voit on est en train de sanctionner le militaire. Mais au moins, qu'officiellement, qu'on apprenne qu'il a été, que tous ceux qui ont été là comme à corps habillé ont été sanctionnés. Parce que je dis c'est inadmissible. Beaucoup d'éléments sont aujourd'hui disciplinés. On le voit dans la route, dans la circulation. Mais il y en a encore qui sont assez, comment vous les appelez, zélés. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai encore pris tout à l'heure des images d'un qui était zélé au point où ses camarades le retenaient. Oui, là? Oui. On va publier la photo pour que le ministère puisse le voir. Encore C'est-à-dire, ce n'est pas normal dans un pays. Et pour ça, je dis, non, moi, tout ce qui touche à la presse, aux journalistes, je dis, je le condamne d'abord et après on peut voir ce qu'il y a à dire. Abi Alpha, on va dire que ça devient une semaine un petit peu noire pour la presse, d'une certaine façon. Ce n'est que le début d'ailleurs. Et tu sais, par rapport au confrère, petit frère Voto, tu sais, fort de son gilet d'identification, de sa carte de presse sur laquelle l'autorité a pris soin de mettre en anglais et en français des recommandations du genre faciliter l'accès à ceci ou cela aux porteurs d'une telle carte. Oui. Le monsieur arrive sur un terrain de travail, poliment, il se présente à ceux qui sont censés maintenir l'ordre là-bas. Et pendant que on lui demande tout ce que vous avez, le confrère a avancé, ça dégénère et c'est lui qui est la première cible. C'est lui la première cible. Je me réjouis du fait qu'ici, ils ne pourront au moins pas dire que c'est des éléments incontrôlés qui sont tombés sur le confrère. Ici, c'est allé, c'est-à-dire de la mise en main sur lui, c'est jusqu'à son transport sur les lieux et ses interrogations, ça montre clairement que la hiérarchie, du moins c'est les responsables qui contrôlaient cette histoire-là, étaient là, c'est avec leur accord. On ne peut pas demain nous dire que c'est un élément incontrôlé, que les dispositions sont prises. Je crois que si l'autorité pense que le militaire est fait
il a été formaté dans un environnement de sorte que il ne pourra le laisser. Le Togo est en voie de démocratisation. Oui. Il y a la démocratie. Ça veut dire que les choses ont changé. Oui, c'est pourquoi il dit si l'autorité pense que le corps habillé est formé dans un environnement qui formate son comportement, qui lui donne une autre façon de voir, qu'on nous force nous tous à aller à chose au service militaire obligatoire. Si c'est 2-3 ans, chacun y va. Tu as le minimum par rapport à comment un militaire est censé quelle est sa mentalité, s'il est dans terrain, comme ça nous tous on a le minimum, que tu sois journaliste, chauffeur, mécanicien, que au moins on partage le même environnement. Je ne comprends pas qu'un journaliste puisse venir sur un terrain de travail et que ça accouche de ce que nous vivons. C'est triste, ça pouvait être plus grave que ça. Demander à quelqu'un de faire donc si ça durait là-bas, c'est 4-6 heures, il va, après les urines, on va le forcer à déféquer dans ses vêtements parce que déféquer, uriner, c'est des besoins naturels. À un moment donné, il ne peut pas retenir, ça va sortir. On est encore au Togo. Là où les gens parlent de la démocratie a évolué, machin, actuellement, je crois qu'ils sont en train de lorgner cette histoire de MCC ou bien MSASA. Non, parce que on pense qu'on a évolué, que la démocratie, et puis la liberté d'expression, la presse fait partie des paramètres qui évaluent toutes ces récompenses-là. Tu sais, je ne sais pas quoi dire par rapport à ce sujet, mais ça devient inquiétant. Je ne pense pas que ça va aller loin quand même. Ce que moi je voulais dire pour peut-être aller sur notre sujet, c'est que nous les journalistes, on est là pour tout le monde. On est là pour ceux qui sont forts, on est là pour ceux qui sont faibles. Et nous, c'est comme nous sommes impurs. Tout le monde vient vers nous. Quand les gens ont des problèmes, ils sont tout le temps chez nous. Moi je sais que tous ceux qui sont ici, nos confrères qui sont ici, ils reçoivent des soldats à leur rédaction qui viennent se plaindre de leurs conditions de vie. Mais eux, ils sont dans la grande muette. Ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Mais il leur arrive de venir nous dire des choses dans l'anonymat pour dire on nous traite comme ça, on nous traite comme ça. Moi, une fois, j'ai reçu des militaires qui sont venus à ma rédaction pour dire ils vont au rassemblement et puis après on les fait cultiver au champ à l'aéroport par leur chef. Et on a écrit ça et ça s'est arrêté. Ils sont même allés là-bas pour interdire ça, ça s'est arrêté. Les policiers, ils viennent nous voir et disent bon, nos conditions ne sont pas bonnes. On écrit pour eux, les gendarmes aussi. Il y a le statut particulier je crois que la police sur lequel vous travaillez. Je crois que nous faisons tous un travail complémentaire. Et si nous aussi on a des problèmes, on les appelle. Et je crois que la gendarmerie, c'est quoi? En France, la devise, c'est pour la patrie, l'honneur et le droit. C'est comme ça que leur devise. Parce que chaque corps a une devise. C'est pour ça que les gendarmes sont souvent appelés à faire le droit pour savoir comment réagir dans ce genre de situation. Mais que des gens se comportent comme ça, je ne dis pas que c'est tout le corps qui s'est comporté comme ça, mais c'est des brebis galeuses qui se comportent comme ça pour jeter un discrédit sur toute une organisation. Il faut à un moment donné les sanctionner. Surtout que celui qui a dirigé l'opération, nous avons fait nos enquêtes, parce que ces gens oublient que nous sommes des journalistes. Après on a trouvé son nom, on s'est rendu compte que c'est un récidiviste. Ah oui? Il était lieutenant et il a été après dégradé sous-lieutenant parce qu'il était mêlé dans une affaire de trafic de carburant frélaté. Donc voilà des gens comme ça qui sont dans l'armée. Et on ne peut pas continuer de laisser des types comme ça se comporter comme... Parce qu'on a un fusil et un treillis, donc on peut disposer de la vie des gens comme on veut. Moi je pense que il y a des efforts qui se font. Il faut que les supérieurs aient la main lourde pour ces gens de dérapage pour que d'autres ne soient pas tentés de se comporter comme ça. Est-ce que ce débat ne repose pas aussi la question de ceux qui vont dans l'armée, ceux qui sont recrutés dans la police et la gendarmerie aujourd'hui? Oui, c'est pour cela il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'en réalité, on a eu de ces genres de situations par le passé. C'était récurrent parce qu'il y avait des moments où les militaires aussi descendaient dans la rue. Oui. Et généralement, ça c'est les militaires, c'est au niveau des militaires, les soldats formés dans les camps qui sont généralement qui posent de ces actes-là de façon régulière. Et entre-temps, c'est pour cela on appelait au retour des militaires dans les casernes. En principe, l'approche du gendarme et du policier est différente de celle d'un militaire. Le gendarme ou le policier, il est formé pour la sécurité intérieure. Et la brutalité à leur niveau
doit être pratiquement au degré zéro parce que généralement, et aujourd'hui, moi à plusieurs reprises, j'ai dit que ça a évolué. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gendarmes ou des policiers qui vous approchent. Si vous avez commis une infraction, ils vous expliquent, ils vous disent voilà, vous avez avec fait politesse. avec politesse et courtoisie. Voilà, vous avez fait ci, cela. Et puis vous comprenez. Et bon, finalement, la sanction tombe et tout cela. Mais il n'y a pas du grabuge ou autre avec le citoyen. Mais bon, il faut aussi reconnaître que dans une classe, il y a toujours des cancres. Oui. Et Oui. là où je suis d'accord avec les confrères, c'est de passer également à l'étude, d'étudier un peu la psychologie de tous ces gens-là qu'on forme. Parce qu'il y a un concours qui se prépare là pour encore recruter des gens dans l'armée. Oui, parce qu'il y a des gens, même au sein de nos rédactions. Il peut y avoir des reportages où vous allez envoyer tel journaliste et vous n'allez pas envoyer un autre parce que vous connaissez un peu le terrain et puis le terrain. Et donc je crois que c'est cet effort-là qu'il faut faire aujourd'hui au niveau de la police et de la gendarmerie pour savoir qui on peut laisser à la disposition du grand public et qui peut peut-être rester dans les casernes pour faire la garde ou je ne sais quoi. Parce que quand on déverse tout le monde comme cela, à un moment donné, ça réjaillit sur l'ensemble de la corporation. Eric, je vais dire une chose par rapport à votre question. Tu sais, moi, je compare... Ouais, c'est très pertinent comme question. J'ai toujours apporté deux corps de métier. Je vais parler dans un contexte un peu national général. On sait que les salaires du Togolais, la condition de vie, notre environnement, parfois ça met les gens sous stress, ça fait que parfois vous pensez que vos problèmes, c'est l'autre qui en est l'origine. Donc, moi je dis souvent que si c'est un peu comme ça, par moi, avec certains éléments, qui sachent que non, moi je rapproche trois corps de métier. Le corps médical, celui qui est un agent de la santé, médecin, professeur, infirmier, quand vous n'aimez pas, n'y allez pas. C'est quand même vous êtes dans l'intimité avec votre femme que quelqu'un pique la crise à côté, vous laissez le lit, vous allez le sauver. Un. Quand vous cherchez, votre premier souci c'est l'argent, n'allez pas. Vous n'aimez pas le métier, n'allez pas. Secondo, c'est le journalisme. C'est là où il y a danger. Quand les gens se cachent, que toi tu sors pour chercher dans le danger l'information pour servir les gens. Nous sommes ici, nous avons des parents, tout le temps nos parents nous interpellent. Certains se disent, mais pourquoi c'est ce métier que vous avez choisi? Mais on l'aime, on veut le faire. Quand vous aimez trop la vie, vous aimez trop la facilité, n'y allez pas. Secondo, troisièmement, c'est le corps habillé. Le corps habillé qui véhicule l'image du pays. Qui vend sa vie pour acheter celle des autres. Ça doit être, ça veut dire quelqu'un d'une certaine... Un travail noble. Très bien. Souvent, moi, je rapproche ces trois corps de métier. Quand nous étions enfants, on lance un recrutement. 2-3 jours après, on vous dit que tel grand frère, tel oncle est allé à Bafilo pour se faire recruter. Sur 10 qui se présentent, 4 reviennent très souriants qu'ils sont retenus militaires. Mais vous ne continuez pas à vivre dans les villages avec eux. Parfois 3-4 mois. Un jour comme ça, même eux-mêmes, ils ne sont pas avertis. C'est la grande baise des militaires là, qui se plantent. Parfois, ils n'ont même pas le temps de s'immobiliser. Elle est en train d'avancer et c'est ceux-là qui sont déjà retenus. La formation commence là-bas. C'est en courant que un petit sac au dos, il saute dans la voiture. C'est fini. Vous le retrouvez après, la tête rasée, dans des formations vraiment. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas encourager ton fils à y aller. Ils reviennent. Des gens qui portent notre drapeau, qui portent une tenue qu'on doit respecter. Mais ils doivent être d'un certain... Quand on les recrute, je disais le cas précis de Bafilo, ils reviennent faire 2-3 mois avec nous. Tu sais ce qui s'est passé? C'est des enquêtes de moralité. Qui a déjà volé? Qui est auteur de tel? Qui a déjà enceinté 5 filles dans le village? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui est paresseux avec son papa? C'est ça qu'on cherche sur eux. C'est quand c'est établi... Des valeurs. Oui, quand c'est établi qu'on dit, bon, aujourd'hui, allez les ramasser. Et on ramasse ceux qui sont ramassables. Sur les 4 là, que vous dites, tel Moumouni, que celui-ci il est pris là, c'est pas sûr que les 4 qui sont retenus le jour du recrutement à Bafilo, c'est pas sûr que tous montent dans le camion. Je vais comprendre. Parce que l'enquête de moralité a filtré des gens. Maintenant, on ramasse, c'est vrai que tout n'est pas comme ça. Entre-temps, l'année fin 2015, je vous publié un dossier où je vous parlais de casse encore habillé à la prison civile de Lomé, militaire, gendarme, policier, tout compris. Quand on parle d'une structure de sécurité où entre confrères, les gens volent les motos des autres, vous voulez qu'on aille où?
Je voulais juste faire une proposition. Allez-y. Je voulais juste suggérer aux autorités que ça se passe dans tous les pays. Les militaires qui sont, ou les gendarmes qui sont sur les terrains d'opération, qui agissent, il faut qu'ils portent leur nom. Il y a toujours... Ah oui, il y a toujours... Parce qu'on a toujours réclamé ça, mais ils ne l'ont jamais fait au Togo. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que celui qui arrive sur un terrain d'opération, on puisse l'identifier. Il faut qu'il y ait son nom sur... Parce que tout... Même le nom ou le numéro de pour matricule. que, au moins, les gens puissent dire que celui-là, c'est lui qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Ou bien quand quelqu'un prend vos pièces en circulation et que, je ne sais pas, après il disparaît, que le conducteur de voiture sache qu'il a vu tel numéro d'immatriculation à la poitrine de tel policier ou tel gendarme. C'est important pour la sécurité. Voilà. Oui, même des citoyens. Parce que ces gens qui ont commis ces genres d'actes, il a fallu que nous faisions nos propres investigations pour pouvoir déceler leur nom. Vous voyez, ils n'avaient pas de nom sur leur pays. Ils ont leur nom. Non, je pense qu'on est obligé de marquer une pause pour le journal. Ce débat est intéressant, on va revenir là-dessus. Ça nous amènera aussi à évoquer la fermeture de LCF et de City FM, puisqu'il y a d'autres développements sur cette affaire. Le confrère Togo Réveil aujourd'hui évoque entre autres l'impardonnable négligence de Pascal Bodiona, le promoteur même de la chaîne, et la rigueur tardive qu'affiche aujourd'hui la haute autorité de la communication. On va revenir sur ces questions et puis sur la politique avec... il y a des gens qui a disparu il y a 12 ans. Ça veut dire que Fonia Sigbe gère le pays depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'on peut y retenir? On va revenir sur le deuxième partie de Taxi Presse avec Loïc Lawson, Abi Alpha, Ferdinand Haïté et Fabrice Kézi. On va y aller. On faisait le débat un petit peu sur ceux qu'on enrôlait dans l'armée, à la gendarmerie et à la police. Loïc, est-ce que vous avez un commentaire sur le sujet? Non, c'est l'aspect que Abi a abordé qui m'a beaucoup intéressé, cette histoire d'enquête de moralité. Effectivement, et ce qu'il a dit, c'est un peu, ça se passe encore comme ça quelque part dans d'autres pays, où vous allez, il y a comme une présélection, et après on vous laisse partir chez vous, et après on continue par faire les enquêtes de moralité pour s'assurer qu'effectivement, que tu n'as pas tant commis des délits dans le quartier, ou même, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. On prend tout le monde, c'est comme si, bon écoute, les gens se recyclent pratiquement dans l'armée, c'est-à-dire il n'y a pas de boulot, les gens vont dans l'armée parce que et il n'y a rien à faire. Les recommandations. Non, les recommandations, on en vient. Mais beaucoup plus. Voilà, c'est pas une vocation à fond. Alors que le métier, il faut l'aimer. Et je suis totalement... Et quand tu aimes le métier, tu sais que tu es venu pour servir la patrie et les citoyens. Mais là, aujourd'hui, tu vas dans la rue, c'est vrai, c'est difficile. Parfois, quand ils sont sous le soleil, c'est fatigant et tout ça. Mais il y a certains, ils sont constamment aigris. Ils sont constamment aigris. Et même quand la consigne est donnée de faire des contrôles de routine, simple contrôle de routine, parce que ça s'appelle contrôle de routine, où tu dis à l'autre, je vais voir la pièce de ta moto, je vais voir ton permis. Mais même au cours de ces simples contrôles, tu vois qu'il y a certains qui sont difficiles, qui sont très difficiles à aborder. Et quand même, parfois, même leurs collègues leur parlent, ils ne veulent pas écouter. Donc moi je me dis, c'est ces genres de personnes que en tout cas l'armée dans l'ensemble et le ministre de la Sécurité, on sait qu'il fait des efforts, il faut davantage essayer de purger l'armée et faire par sortir de l'armée tous ces genres de ces brebis galeuses qui essayent de salir l'image de notre armée, qui longtemps, il faut le dire par le passé, n'avait pas une bonne presse au niveau de l'international. Oui. Je pense quand même qu'on a fait le tour par rapport à ce sujet. On va pas être trop loin du sujet initial, donc par rapport à l'agression de notre confrère de l'alternative, Robert. Il y a ce bras de fer entre la haute autorité de l'audiovisuel de la communication et le groupe Sud Média. La première bataille a été remportée par par la HAC. Oui, c'est la première bataille. Il me semble que c'est une guerre finalement et que LCF et Radio City FM ont introduit un document au niveau du tribunal. Abi, c'est vous qui en parlez un petit peu dans votre parution hier. On va dire, vous l'écrivez, ils ont saisi la chambre administrative de la Cour suprême, je veux dire. Oui, je crois que nous avons publié la lettre par laquelle le groupe Sud Média s'est adressé et a saisi la chambre administrative de la Cour suprême. Je crois que c'est un long feuilleton qui a commencé et je dirais même qu'il ne fait que commencer. On voyait venir, voilà, les signaux sont retirés au groupe Sud Média. C'est ça qui occupe actuellement l'actualité et je ne sais pas, par rapport à l'image de notre pays, par rapport à ce qu'on a déjà comme acquis vis-à-vis des différents fondamentaux de la démocratie. Je ne sais pas quel bilan les gens en font. Et vraiment,
c'est un peu triste parce que je me dis par rapport à ce sujet, je le dirai jamais assez. Je fais partie, je suis même en train de faire actuellement un dossier où je me dis que certains membres de de certaines institutions sont mal lotis. Quand on accuse un député de tout, il ne vient pas chez lui, il ne fait pas tant, il ne fait pas ti. Et au même moment, on se rend compte que difficilement, quand la personne finit sa mandature, difficilement il joint les deux bouts. C'est un exemple. Alors qu'à côté, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, même un député en fin de mandature a quelque chose qu'il prend avec l'État. Donc beaucoup de choses restent à faire. Je fais partie de ceux qui pensent que nos institutions doivent être revues pour que quand même ceux qui la composent, quand on les voit, on voit l'image, le sceau de l'État. Mais quand on voit les comportements des individus dans certaines institutions, ça fait froid au dos. Je crois que les confrères vont beaucoup abonder sur le sujet. En tout cas, si demain la RTP nous démontre que ce que actuellement le groupe Sud Média brandit comme document, pièce administrative justifiant son existence légale est du faux et de l'usage du faux, on va ouvrir notre débat. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce groupe-là est légalement installé. Donc, moi, je ne sais pas jusqu'où les gens veulent aller. Ce n'est qu'un début. On va voir. Fabrice, l'aspect sur lequel vous avez insisté mercredi, c'est par rapport à cette décision-là de la HAC qui divise finalement les membres. Hein. Enfin, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et l'ont signifié clairement. Oui, c'est une première. Généralement, quand il y a plénière par rapport à des décisions pareilles, même si on se tiraille en interne sur la décision qui va être prise, une fois qu'elle est prise, il y a une unanimité autour de la décision, mais ce n'est pas le cas dans le cadre du retrait des fréquences. Il y a des voix qui ne sont pas d'accord et qui se sont exprimées, et à part celles qui se sont exprimées, il y en a également au sein de la HAC qui ne sont pas d'accord pour cette décision, même si ils sont plus ou moins solidaires avec ce qui a été fait. Donc nous disons que c'est une première, et ça fragilise un peu la HAC, parce que une décision, si on n'a pas réussi à convaincre tous les membres de la HAC par rapport à cette décision, donc il est logique, on comprend logiquement ce tollé que ça suscite au sein de l'opinion, puisque c'est pas le simple téléspectateur qui est fan de LCF à qui on va faire comprendre la décision facilement, dans la mesure où les membres de la HAC eux-mêmes n'ont pas réussi à démontrer, à convaincre tous ces membres-là. Donc je crois que c'est un élément fondamental que nous avons voulu relever. De façon globale, il faut dire qu'en réalité, quand on veut prendre une décision, il faut aussi chercher à voir quelles sont les conséquences que cela peut entraîner. Et je crois que je l'ai toujours dit, dans le cadre précis du retrait des fréquences, je crois qu'on aurait pu éviter cela, parce que ce qu'on a aujourd'hui, on aurait pu éviter cela. Si vraiment il y a irrégularité dans la constitution des dossiers, on aurait pu faire ça d'une manière discrète pour que ça passe. Parce qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'un média qui a émis pendant 10 ans l'a fait de façon irrégulière, je crois que l'État même prend un coup dans ça. Ah oui? Oui, ce n'est pas un petit bar que j'ai créé dans un coin de quartier où je ne paie pas les impôts, on ne me voit pas, où j'officie clandestinement. Non, c'est un média, ça voudrait dire qui était même sur satellite. Et donc cela voudrait dire que... Et dont les journalistes couvraient à la présidence de la République. Bien évidemment, à permanence. Ils étaient de permanence à la présidence et tout cela. Donc ça voudrait dire que... L'État finançait aussi donc ça voudrait dire... l'aide de la presse. Oui, ça voudrait dire qu'à un niveau donné, si vraiment il y a irrégularité, ça voudrait dire que l'État a été défaillant. Et complice. Et complice, oui. C'est vous qui avez... Bon, c'est difficile d'imaginer. On a eu des radios pirates, Radio Liberté dans les années 90 et tout cela. Eux, on ne savait pas exactement où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est une radio pirate. Mais bon, LCF, tout le monde sait où se trouve LCF. On connaît les journalistes qui reçoivent même des autorités là-bas. Et c'est après 10 ans, vous informez l'opinion qu'il y avait irrégularité. Mais c'est grave. C'est grave pour un État. C'est pour cela, moi, je dis, la solution idéale, si vraiment il y a irrégularité, c'était de régulariser ça en clandestinement, comme
il l'avait fait à l'ouverture d'immédiat si c'est ce qui avait été fait. Parce qu'aujourd'hui, sortir et brandir la décision que c'était pas irrégulier, ce n'est pas seulement, la faute n'est pas aux gens de LCF aujourd'hui, mais la faute est à tous ceux qui à cette époque-là étaient là et qui étaient censés attribuer. Et donc aujourd'hui, ça va être difficile de convaincre quelqu'un pour lui dire que un média a fait 10 ans et qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on trouve qu'il officiait dans l'illégalité. Oui, un peu quand on parcourt le rendez-vous d'hier, on se rend compte que Pascal Bodiona, qui est allé à la HAC avec l'argent pour payer, a remis l'argent à l'ancien président de la HAC, Philippe Evignon. C'est dans ses mains qu'on a remis l'argent et c'est lui qui se serait chargé du reste. Et quand tout cela, on apprend ces informations, on se pose beaucoup de Mais questions. là aussi, c'est une différence. Parce qu'en réalité, dans l'attribution des fréquences, la HAC ne prend pas l'argent. Non, non, non. Ah, Si tu as lu l'article, j'ai bien dit que à partir du moment où la RTP a étudié l'aspect technique du dossier, ils l'ont signifié, elle a signifié à la HAC comme quoi le dossier dont nous avons envoyé copie par rapport à la demande de tel promoteur, la zone dans laquelle il demande la fréquence est accordée, il peut trouver. Donc maintenant, nous avons une lettre où la RTP disait, donc envoyez-le payer les factures, sans paiement de ces factures, il n'opère pas. C'est en ce moment la HAC a informé Bodiona, qui pensait que c'est à la HAC qu'il faut payer. Il est venu pieds et mains avec son argent et il dit que non, la HAC avait fait son travail, il dit que non, vous allez verser à la trésorerie de la RTP. Maintenant c'est en coulisses que en tant que petit frère, tu savais à l'époque Bodiona envoyait tout le monde. Mais mon frère, au-delà de la HAC, tu es quand même un petit frère, moi je t'envoie me faire ça. Et c'est Philippe Pévillon qui est allé à la trésorerie des choses pour verser ça. Il faut faire cette nuance. Alors, au-delà de tout, Loïc, c'est des confrères qui sont là-bas. Alors, on peut tout parler, on peut tout dire. Hein. C'est l'emploi, le chômage. Le chômage baisse. Qui augmente. Non, qui guette. Non, mais là, non, il faut avoir le courage de le dire. On le disait tantôt en coulisses. C'est vrai que c'est pas acté totalement, mais à l'allure où vont les choses, on ne veut pas rendre les gens pessimistes ou bien décourager les gens, mais on sait que il faut peut-être une décision ou un coup de téléphone direct du chef de l'État à un certain Pitan Tchala pour l'amener à faire marche arrière. Parce qu'à l'heure là, à mon avis, puisque tout ce que j'ai comme retour, ou nous avons comme retour, la manière dont Pitan Tchala se campe sur sa position, rien ne pourra l'amener à faire marche arrière. Moi, je dis, il n'y a que deux personnes. J'ajoute au chef de l'État le courage d'un juge. Parce que tu nous parlais, oui, tu nous parles, les journaux nous apprennent ce matin que il y a 3 juges aux États-Unis. LCF a saisi la Chambre administrative. Oui, alors, pour moi, la personne qui est libre, indépendante et qui est au-dessus du président de la HAC et même de je ne sais pas de qui peut être courageux, c'est un juge pour dire peut-être non à la décision de Pitan et demander à ce que ces médias reprennent. Et là, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit. Et comme tu le dis tantôt, on a vu le cas aux États-Unis où Trump, bien que c'est une promesse de campagne, et sur la base de laquelle il a été élu, il prend une décision, un juge a eu le courage de rejeter. Il a fait appel, ça a encore été rejeté. Voilà. Et voilà des pays, première puissance mondiale, où au chef de l'État, on dit non, parce que ta décision là, elle ne doit pas passer. C'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Voilà. Donc, avec Pitan, si notre justice est vraiment indépendante, si nos juges sont vraiment indépendants au niveau de la Chambre administrative, s'il y a un juge courageux, il regarde, il peut prendre ses responsabilités. Ça ne lui coûtera rien, parce qu'il aura tout le peuple entier est derrière lui par rapport à une telle décision. Tu as vu le tollé général que cette décision crée. Même si les gens reconnaissent ou qu'on disent que oui, on sait que quelque part le CF a failli, les gens, mais tout le monde est unanime que vous les avez laissés y mettre pendant 10 ans. Ce matin, le confrère Togo Réveil évoque l'impardonnable négligence de Pascal Bodiona au tout début de l'installation de ces médias-là et la tardive rigueur de la haute autorité. Ce qui est important, Ferdinand, de là-dessous, je le disais, il va falloir sauver les emplois quand même. Moi, je crois que on doit laisser de côté le débat de la légalité de LCF
une station qui a émis, Fabrice a eu toutes les démonstrations pendant 10 ans, qui assumait la permanence à la présidence de la République, qui recevait l'aide de l'État à la presse, qui payait les redevances, qui payait les impôts avec un quitus fiscal. C'est pas à nous qu'on viendra démontrer que c'était une chaîne illégale. Ce débat, il faut le clore. Absolument. Mais il faut voir les conséquences. Quand des gens posent des actes, quand vous êtes à la tête d'une institution et vous posez des actes, il y a aussi ce qu'on appelle le côté social de l'acte que vous posez. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pris ces décisions-là, ils sont contents de voir 80 journalistes comme ça, du jour au lendemain, à la maison? Des gens qui se lèvent le matin, ils arrivent au boulot, on dit il n'y a plus de boulot. Dans un pays où l'État ne crée pas des emplois. Il y a cela quelques mois, on a déjà détruit une entreprise qui employait plus de 4000 personnes, c'est BTPI. Ils ont fait, le dernier licenciement, c'est 800 personnes qui sont partis comme ça. Et ils sont devenus des chômeurs. J'ai appris cette semaine que des gens qui travaillaient pour Seco BTP à Sotoboa et qui ont pris des prêts à la FUSEC, qui ont conçu des maisons, ils ont disparu. La FUSEC est en train de saisir leurs maisons. Les mêmes choses se passent à Lomé. Vous envoyez 80 journalistes comme ça dans la nature. Moi, je continue mon développement. Au Togo, on sait qu'on n'a pas suffisamment d'entreprises de presse. Ou quand tu quittes, par exemple, telle télévision, tel groupe de presse, tu peux aller dans un autre groupe de presse. Parce que au Bénin, au Burkina, je ne sais pas, au Sénégal, le pays là, le Cameroun, tu peux quitter tel média et aller à telle télévision. Est-ce que ces 80 personnes-là, le président de la HAC peut les prendre dans sa télévision TV2? En même temps, on peut se poser la question, est-ce que c'est la faute au président de la HAC? Oui, mais c'est lui qui prend un acte. Non, si au début, les choses n'ont pas été faites dans les normes, comme le confrère... Je viens de vous dire qu'il faut laisser de ce côté, ce débat. Je pose la question parce que ça, c'est aussi une question. Parce qu'il y a eu 2 mandatures qui sont passées. LCF a émis, il y a des papiers, il y a des documents. C'est quand même surprenant que c'est lui seul qui vient voir qu'il y a eu des problèmes. Et même les membres... Oui, c'est ce que je dis, il faut laisser mais avant, juste... Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes qu'on laisse sur le carreau au groupe Sud Média, ils vont pouvoir s'insérer dans une autre entreprise de presse? C'est ça le fond. Parce que le Togo a des écoles de journalisme. On forme des journalistes. Oui, au moins 2. Oui, on forme les gens pour que les gens puissent aller sur le marché de l'emploi. Comment est-ce qu'on forme des gens et on ferme maintenant les entreprises qui peuvent les recruter? Où est-ce que ces gens-là vont trouver de l'emploi? C'est ça le côté dramatique de la chose qu'il faut relever. Et donc, moi, je pense que les gens qui prennent ce genre de décisions doivent réfléchir avant d'être hermétiques. Moi, hier, j'étais à la HAC. J'ai été convoqué à la HAC hier avec d'autres journaux. Et moi, je le dis, il y avait moi, il y avait Liberté, il y avait Perroquet, il y avait la Dépêche. Et ce qu'on nous reproche, c'est le traitement qu'on a fait de ce dossier LCF. On pense qu'on a fait des affirmations, on a jeté des gens en pâture, on a fait ci, on a fait ça. Et pourtant, il y avait... Vous posez des actes, les journalistes commentent les actes que vous posez. Vous voyez. Et donc, moi, je pense que ce que moi j'ai écouté hier, je ne pense pas que les gens soient dans une disposition à ouvrir ces chaînes-là. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est ça qui est dramatique. Par rapport à cela, moi, je voudrais dire ceci. Moi, je fais partie d'une organisation où des initiatives ont été menées en amont, avant même la fermeture. Et ce qui nous a été dit, j'espère que les gens tiendront parole. Enfin, ce qui nous a été dit, c'est qu'on vous retire, vous régularisez, et puis on vous rétrocède les fréquences. D'accord. C'est-à-dire que là, on a fermé LCF. Si, entre-temps, les promoteurs, les patrons revoient leur situation, refont donc les papiers, on peut rouvrir la télé, la radio. Oui, c'est facile, ça. C'est bon. Oui, on ne doit plus se prendre... On arrête le débat. Sauf que du côté... il y a 2 parties. Du côté des bénéficiaires, c'est-à-dire du côté des LCF, on estime que c'est un piège et c'est compréhensible parce qu'en réalité, s'il suffisait d'une simple régularisation, on n'a pas besoin de fermer. On peut régulariser. Comme compléter les dossiers. Et les gens ont complété les dossiers. Vous complétez, vous régularisez. Je crois que c'était la même chose avec Radio Océan. Je crois que c'est réglé là-bas aussi. Et j'ai eu un message de Radio Océan qui m'a dit finalement, on nous a dit de faire si. Parce que quand on vous retire une fréquence officiellement, ça ne vous revient plus de droit. Voilà, il faut un appel d'offres. Il peut faire appel d'offres, ça peut aller comme à vous. Donc je crois que c'est à ce niveau le piège. Mais je fais confiance à la HAC et j'espère vraiment qu'après régularisation, LCF pourra retrouver
facilement. Je faisais je disais dans notre dossier que les fréquences, les mégas d'une télévision sont attribuées pour 10 ans. Après 10 ans, vous renouvelez, on vous attribue. Tu comprends, non? Les fréquences d'une radio, c'est pour 5 ans. Vous n'avez pas l'assurance qu'on vous renouvelle. C'est ça. Les fréquences d'une radio, c'est pour 5 ans. Le récépissé d'une presse écrite, c'est pour toute la vie. Donc, maintenant, ici, entre-temps... Si tu ne sors plus, ça tombe dans le domaine... Bien sûr. Après 3 mois, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, en ce moment, c'est toi-même qui aurais voulu ça dire, mais par rapport à tout, c'est autre chose. Mais que ce soit la radio, la presse écrite ou bien la télévision, ne peut fermer ces trucs que la presse, la justice. Donc ça a toujours été comme ça. Avant les gens d'FM, avant c'était chose, il y avait des X collègues, tout ça. Quand vous allez à la RTP, on vous dira que c'est comme ça a été fait par rapport à la YouTube. Donc moi je dis ici que entre-temps, si vous parcourez le mémo envoyé par le confrère Zeus à la Cour suprême, c'est qu'entre-temps on comprend que ces médias actuellement mis en cause ont été rappelés pour que dans le cadre du renouvellement, ils amènent le dossier. Il faut comprendre quoi. Et aujourd'hui, on dit que par rapport à quel dossier vous avez jugé qu'il est périmé, il faut renouveler, et quel dossier n'existe pas maintenant. Il faut se comprendre quoi. Donc moi, tu sais, ça fait problème quoi. Tu vois, ça fait problème. Parce que oui, le problème, il faut aussi reconnaître que le problème de LCF, c'est vrai que ne date pas depuis Tchala. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire partie d'une commission une année de gestion de l'aide de l'État à la presse. Et chaque année, on attribue l'aide à LCF, mais le retrait du chèque a toujours posé problème. Oui, ça dit dans la répartition, l'année où moi j'y étais, il y a eu la répartition, l'aide a été attribuée à LCF, mais au moment de retirer le chèque, c'est en ce moment où on vous dit LCF a un problème particulier sans qu'on dise exactement c'est quoi le problème. Déjà. Oui, c'est pour cela, ça il faut le rappeler, ça ne date pas de Tchala. Le problème était là, mais je ne sais pas si les autres ne voulaient pas que la glace fonde dans leurs mains. Et bon, c'est maintenant qu'on... Sinon, on a toujours dit ça, que au moment où il faut remettre le chèque, on dit le cas de LCF a un problème. Lequel? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Moi, je voulais juste manifester mon inquiétude par rapport à la manière dont les choses, la tournure que prennent les choses. Et nous, en tant que professionnels des médias, il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui des méthodes de la hack. Parce que, si j'ai bonne mémoire, c'est la première fois qu'en moins de 6 mois, ou je ne sais pas, 8 mois, cette institution se met à dos toute la corporation. Et les premiers partenaires de la hack, c'est les journalistes. Ce que la hack est appelée à faire, c'est de réguler les médias. Mais si la hack se met à dos les médias et qu'elle-même de l'intérieur est divisée, c'est qu'il y a un problème. Et donc moi, je suis d'autant plus inquiet parce que quand vous écoutez les gens parler, des gens qui vous disent, qui gèrent des institutions, qui vous disent que moi je suis prêt à l'affrontement, vous voulez l'affrontement, il y aura l'affrontement, je peux faire ça, je peux faire ci. Je crois qu'on va vers des jours un peu difficiles. Et moi, j'en appelle à la responsabilité de ceux qui ont la charge de ces institutions-là. Et il ne sert à rien de créer des terrains de conflit entre les journalistes et une institution dont la première mission est de protéger les journalistes. Et quand moi j'étais hier à la hack, personne ne m'a demandé si ton journaliste a été frappé, s'il va bien ou il ne va pas bien. Bien. Monsieur, merci beaucoup sur ce sujet. On va aborder la question politique avec les réformes politiques. Vous savez qu'on a mis en place une commission qui réfléchit sur la manière dont il faut mettre en œuvre les réformes politiques, et une première rencontre cette semaine avec l'ANC, entre l'ANC donc et les membres de cette commission. On aura compris que Loïc, l'ANC reste toujours sur sa position initiale, à savoir réglons d'abord les problèmes contenus donc dans l'APG, on verra le reste. Est-ce que ça fait avancer le débat? Tu sais, c'est un peu difficile à dire. C'est parce que on est en train, avec cette histoire de réforme, on danse un peu le tango, un pas devant, un pas derrière, un pas devant, on n'avance pratiquement pas. Chacun tient un bout qui permet à ce que les choses n'avancent pas. À mon avis, pouvoir comme opposition. Et surtout quand je parle du pouvoir, je parle du parti au pouvoir. Et quand je parle de l'opposition, je préfère parler beaucoup plus de l'ANC parce que c'est le qui est en vue. Et le pouvoir, quand on amène le sujet des réformes, il a ses angles
sur lesquels, quand il s'accroche, il sait que le débat va être crispé. Et on ne va pas avancer. Et l'opposition aussi, à mon avis, c'est la même chose. Parce que là, moi, je me dis, j'étais d'abord surpris et faisais part de ceux qui n'étaient pas trop contents quand cette histoire de commission a été mise en place. Parce que pour moi, c'est une manière juste. C'est pour gagner du temps, c'est une manière de retarder les choses. Parce que quand les réformes, c'est pas aujourd'hui. C'est pas pratiquement 10 ans qu'on en parle. Et si on les veut de bonne foi, on peut les faire. Je fais partie de ceux qui pensent ça, honnêtement. Qu'une seule personne au Togo suffit pour demander à ces qui réforment, et les réformes auront lieu pour amener les Togo là où on veut. Mais au même moment, tu sens, comme tu as l'impression parfois, quand tu suis les débats d'il y a quelques années, qu'au sein de l'opposition radicale en l'occurrence de l'ANC, il y en a aussi qui ne veulent pas de réformes et qui préfèrent que le statu quo y demeure. D'où l'année passée, si tu te rappelles, il y a 2 ans, quand il y a eu le débat autour de cette histoire de l'auto-activité, moi je faisais particulièrement partie, ou notre journal faisait partie de ceux qui pensaient que non, on pouvait laisser faire les choses, acceptons les choses comme ça. L'essentiel c'est qu'on ait, qu'on ait cette histoire de l'auto-activité une fois pour de bon. Mais quand on a cette histoire de limitation de mandat, une fois pour de bon, la responsabilité, on peut en parler après. Là aussi, au niveau de l'ANC, on a trouvé des gens assez rigides qui ont dit niet. Et maintenant, je suis totalement... Je tombe de nuit quand j'entends, au niveau de l'opposition, toujours incarnée par l'ANC, dire, allez, appliquons la PG. Et quand tu remontes encore à l'histoire, rappelle-toi, c'est ce parti et ces mêmes personnes qui l'animent qui ont toujours dit que la PG, c'est n'importe quoi, ils n'en veulent pas à l'époque, parce que le maestro, c'était Agboibo, c'était lui qui était à la primature, c'était son parti qui défendait les causes de l'APG, les Fabre et consorts, et disaient net que... Mais je me rappelle d'une phrase de Fabre sur Légende FM à l'époque, où il a traité l'APG pratiquement de torchon. Et aujourd'hui, c'est eux qui comprennent que l'APG c'est la Bible ou c'est le Coran précieux qu'il faut coûte que coûte essayer de suivre pour arriver à bon port. C'est ça tout le paradoxe des politiciens de la politique au Togo. Et quand tu vois tout ça, tu diras, on sortira de l'ornière quand? Les réformes, simples réformes, on va les faire quand? C'est là tout le problème. Pour moi, c'est pour ça, en conclusion, je dirais qu'il y a 2 camps, 2 fautifs. Pour moi, pouvoir, comme opposition, en tout cas, incarner, unir, comme l'ANC a. Il y en a à leur sein des gens qui ne veulent pas de ces réformes et qui font semblant. Soit c'est un jeu, finalement, entre le pouvoir et l'opposition. Des gens s'entendent pour faire enliser le débat politique. Et derrière, ceux qui en payent les prix forcément à vie, c'est les populations. Ouais, tu sais, moi, à l'inquiétude du confrère Loïc, moi, je pose une question. À un moment donné, ça n'avançait pas, la démocratie a pris du plomb dans l'aile, il y a eu des négociations sur négociations. Les gens se sont retrouvés autour d'une table, on a signé un document qu'on appelle APG. Le premier responsable qui est censé mettre en exécution le contenu de ce document, c'est l'État togolais. Si aujourd'hui, devant l'obligation de résultat, ça échoue, qui est jamais, c'est-à-dire de réforme, qui est le premier responsable? Ce n'est pas l'opposition, c'est ceux qui gèrent le pays. Oui, mais qu'est-ce que l'opposition elle a fait pour que cela soit réel? S'il vous plaît, c'est ceux qui gèrent le pays. Si on supposait que dans le camp adverse, si moi je m'en vais signer un engagement avec Ferdinand, on vient, on veut dans l'engagement on dit que c'est Abi qui est le premier responsable. On veut mettre en exécution en tout temps Fabrice qui nous fait chose. Alors que nous savons que nous avons l'obligation de résultat. Mais qu'on nous dise clairement, de façon, de montrer que, de l'autre côté, voici ce que tel a fait qui démontre qu'il a intérêt à ce que les réformes ne se fassent pas. Il ne faut pas qu'on entretienne le flou pour continuer par faire durer un problème qui n'existe pas. Moi, je pense que si Faure Gnassingbé et son groupe, qui sont signataires des engagements par rapport à... N'oubliez pas que ça a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, ils savent quoi faire. Parce que, et puis, quand on va de commission en commission, j'ai toujours dit que le régime en place, c'est un régime qui ne résout pas les problèmes, mais qui les déplace. C'est une façon de continuer par déplacer les problèmes. Encore, il faut voir, on n'a pas fini de débattre par rapport, c'est-à-dire à ceux qui composaient qui composent actuellement ces commissions. Par rapport à ce qu'ils sont. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des Togolais, mais vous savez de quoi je vais parler. Donc moi je pense que c'est un faux débat. Si on veut faire les réformes, les gens savent quoi faire. L'opposition n'est pas
n'est pas la première à qui on doit jeter les pots de banane. Si elle a ses responsabilités, qu'on nous aide, nous aussi. Si nous avons des indices de ses responsabilités, on leur dira que ça là, vous avez mal agi, vous aurez dû faire ça, vous narguez la population. Mais pour le moment, les gens sont en train de zapper pour gagner du temps, quoi. Fabrice, sur ce sujet-là. Oui, mais je crois que vous avez bien résumé. La politique, c'est un jeu et les gens le jouent si bien. Et c'est pour ça que je m'aligne sur la position de Ligue pour dire qu'en réalité, j'ai l'impression que les gens s'entendent pour nous mener en bateau. Ah, des deux côtés. Des deux côtés, des deux côtés. La situation arrange tout le monde. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, quand on brandit l'APG, même dans cet APG-là, on dit que les réformes doivent être faites de façon consensuelle. Et donc, bon, même si le chef de l'État peut à lui seul faire beaucoup de choses, lui aussi peut se dissimuler derrière cette question-là pour dire, bon, s'il ne tenait qu'à moi, voilà. Et on met sur pied une commission qui est décriée, les membres sont décriés, et puis bon, on vous rencontre, vous y allez, et vous dites, bon, voilà, c'est l'APG ou rien. C'est une vraie pièce de théâtre. Oui, c'est-à-dire que ça ne fait que, actuellement, je suis sûr que les gens du pouvoir, ils sont en liesse. Ils sont en liesse, ils ont ce qu'ils voulaient. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Mais c'est ce qu'on ne voit pas du côté de l'opposition. Parce que quand vous voyez la réaction de l'ANC, logiquement, à l'avenir, on est en train de voir un blocage. C'est clair. Et on va évoluer comme cela. À un moment donné, ils vont commencer par se jeter le tort. C'est elle qui n'a pas la volonté et tout cela et autres. En conclusion, dans ce jeu-là, personne n'est bête. Tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Sinon, si les gens étaient bêtes, ils auraient déjà tiré des leçons par rapport à tout ce qu'on a eu en ce qui concerne ces réformes-là jusqu'à aujourd'hui. Surtout à la veille parce que même le plus bête du monde, quand aujourd'hui tu trébuches ici, le lendemain tu trébuches encore au même niveau, et 3-4 fois, si tu continues, c'est qu'on se dit que tu as un intérêt à trébucher là-bas, c'est pas que tu ne sais pas. Et apparemment aujourd'hui, c'est ce que la classe politique est en train de nous offrir. C'est clair. Ferdinand? Non, moi je crois que les confrères ont tout dit. Moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en politique. Les gens jouent le comment on le dit, ils font la politique. Ils sont d'accord aujourd'hui, demain ils ne sont pas d'accord. À la fin on n'avance pas, on traîne. L'impression que les populations aujourd'hui, c'est comme les deux camps jouent le maintien. Si on peut parler en langage de football, les deux camps jouent le maintien. Mais il faut travailler à faire débloquer la situation. Moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que... Oui, comment moi j'ai toujours dit depuis longtemps, moi, j'ai toujours dit depuis longtemps, et je l'ai toujours assumé, que le problème du Togo, il faut une thérapie de choc pour faire avancer les choses. Tant qu'il n'y aura pas cette thérapie de choc, moi, je ne vois pas d'issue. Et tant que le débat politique sera... le débat enfermé dans les officines politiques, alors que nous sommes en quête... que c'est le cas aujourd'hui. Oui, parce que nous sommes en quête de démocratie et qu'on n'a pas véritablement cette démocratie. Chacun va jouer, va avancer ses billes selon ses intérêts et nous allons tourner en rond. Et donc, il faut régler ça autrement. Et moi, c'est ce que je pense. Et j'ai toujours dit qu'il faut rendre la lutte acéphale. Je l'ai toujours dit, et les pays qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont laissé les autres, la population même régler le problème. Et tant qu'on ne va pas comprendre cela, et qu'on va laisser les politiques faire leur jeu, s'entendre aujourd'hui, ne pas s'entendre demain, selon les intérêts, on ne va pas avancer. Et moi, je n'entrevois pas d'issue vis-à-vis de ces choses-là. Et quand vous observez bien, nous aujourd'hui, on est moins politique à l'alternative. Oui, on est moins politique parce que nous, on est dans les enquêtes. Ouais, nous, on est dans les investigations. On vient d'intégrer un grand groupe international d'investigation hier. Nous, on est dans les investigations maintenant parce qu'on a compris que la solution, c'est pas ce théâtre politique-là qu'on vit depuis 20 ans et qui nous perd énormément du temps. Parce que quand moi je vois les jeunes dans ce pays, nous, on était déjà des militants, des activistes. Aujourd'hui, on est au-delà de la quarantaine. On voit les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui finissent leurs écoles, qui pâtissent de la situation politique du pays, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien. Et nous, je me dis, mais jusqu'à quand ça va continuer? Ça va continuer dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi je dis, il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience
qu'elles ont une force pour régler le problème. Ailleurs, les gens l'ont compris, se sont organisés. L'homme providentiel, le leader providentiel, ça n'existe nulle part. Il faut arrêter ça. Il faut penser à autre chose pour faire sortir notre pays de la situation actuelle. Parce que moi, là où je suis, ce que moi je constate, la priorité aujourd'hui des partis politiques, certains ont commencé déjà par le dire, c'est les prochaines élections législatives. Oui, c'est les prochaines élections législatives. La guerre a commencé. L'année prochaine. Oui, c'est les prochaines élections. C'est pour ça qu'on se réveille oui, aussi un petit peu. Oui, les gens, tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui, c'est comment faire pour garder nos postes à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des privilèges que les gens obtiennent, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition. Les gens se bagarrent pour ça. Les gens ne se bagarrent. Et quand vous faites le bilan de les gens qui sont à l'Assemblée nationale, quand même aujourd'hui, on est en droit de nous poser des questions sur ce que les gens font réellement à l'Assemblée nationale. On est en droit de nous poser des questions quand on voit le taux de chômage, quand on voit la corruption, quand on voit les travers de la justice, quand on voit tout ce qui se passe et qu'il y a moins de voix qui parlent de tout ce qui se passe dans ce pays. On est en droit de nous poser des questions. Et donc, moi, je me dis, la priorité aujourd'hui des politiques, toutes tendances confondues, c'est comment faire pour sauvegarder nos postes à l'Assemblée nationale. Et moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Très bien. C'est parce que vous lâchez un mot. Oui, mais il faut dire que même s'il faut appliquer l'APG à la lettre aujourd'hui, je crois que on s'aventure vers de nouvelles élections. Et quand vous prenez les critères par rapport à la composition des membres de la CENI, je crois que à l'époque où on signait l'APG, la donne d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et donc, quelque part, même l'ANC qui réclame l'APG corps et âme n'est pas signataire de l'APG. Et vous allez voir, le RPT, ça n'existe plus. Bon, c'est vrai, quand on dit pouvoir, et ils sont là-dedans, mais vous allez voir des partis comme l'Union des forces de changement qui vont encore se retrouver. Tout ça là, c'est l'APG. Oui. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, l'APG en lui-même, je ne veux pas dire qu'il est caduque, mais il y a certains éléments sur lesquels on peut rediscuter. Alors, il faut qu'on sorte de cette chienlit politique. Franchement, parce que ça devient une chienlit et ça devient des gens s'amusent avec le destin du peuple depuis des années. Et il faut que les Togolais eux-mêmes se décident d'une manière ou d'une autre à régler ce problème-là, parce que un peuple ne se libère que par lui-même. Et je voudrais qu'on aborde aussi la disparition du général Gnassingbé Yadémon. Ça fait 12 ans, c'était le week-end dernier. Il y a eu une célébration dans son village ou dans sa ville natale, Kara. 12 ans de disparition du général Yadémon, ça fait 12 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Est-ce que pour vous, il a réussi à faire oublier son défunt père, ou plutôt il vous a fait regretter son défunt père? Non, faire oublier son défunt père, bon, moi c'est difficile de faire oublier quelqu'un qui a géré un pays pendant 38 ans, et lui il est en train de se faire actuellement sur les cendres de son papa, ça c'est clair. C'est vrai, il a fait 12 ans, et le problème ce n'est pas forcément les 12 ans qu'il a fait, c'est ce qu'il regarde devant lui. Il n'a pas l'intention de s'arrêter dessus tout, et c'est cette volonté de continuer ça sans pouvoir lui-même répondre quand est-ce que tu t'arrêteras. C'est cette volonté-là qui sème la zizanie dans ces histoires de réformes impossibles, de jeux de ping-pong que les gens se jettent. C'est clair, ça là, je ne continuerai pas à croire que si Faure Gnassingbé veut, les choses seront claires. Maintenant, ils ont célébré la 12e année de la disparition de son papa. Et bon, maintenant, depuis que le papa n'y est plus et que le fils a déjà fait 12 ans, nous ne cesserons jamais de dire que c'était une incongruité monstre, que dans une démocratie, un fils remplace son père, même si on ne veut pas, on veut nous faire croire que c'est une alternance. Donc, ils sont allés au nord. Qui l'ont choisi. Ils sont, bon, ça, je mets ça toujours entre griffes, tu sais mieux que moi. Donc, actuellement, par rapport à ce qu'on a et ce qu'il y avait, l'héritage que son papa laissait, nous avons toujours publié beaucoup de choses, que ce soit en notre rédaction mais dans d'autres. Quand vous lisez, on a régressé, ça c'est clair, on a régressé. Ce monsieur-là qui n'est plus là, on a tout dit de lui, c'est un analphabète, c'est un militaire, c'est un machin, c'est vrai. Comme il se savait limiter plus ou moins, il savait aussi se faire entourer. Il y avait certaines bêtises, certains écarts qui n'étaient pas possible, exactement, qui n'était pas possible. J'ai dit toujours, par exemple, si on va dans et puis c'est là où c'est plus criard, c'est par rapport à l'aspect économique.
je vous ai toujours démontré ici comment, au temps des Yadema, c'est grâce aux recettes de la douane que il a pu résister à son isolement vis-à-vis de la coopération européenne et autres. Ce que vous savez, à l'époque, le mois où la douane fait 40 milliards comme entrée, Yadema n'est pas content parce que ce n'est pas assez rentré. Et qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a des mois où difficilement les gens glanent autour de 10-12 milliards comme recette douanière, ça fait problème. Donc, ce n'est qu'un aspect. Et puis, la SNPT, que Yadema a appelé poumon de l'économie. Le port, poumon de l'économie. Voilà pour à la lecture de ce monsieur, les deux poumons qui faisaient respirer son économie. Aujourd'hui, on te dira que pour le budget de 2017, la copie que moi j'ai, c'est dit clairement que le port ne pourra rien apporter comme recette au trésor public parce que ça ne marche pas. Et quand on dit que depuis 3 ans, la SNPT n'a jamais rien versé au trésor public parce que ça ne va pas. Alors là, c'est à vous de faire le bilan, ce n'est pas moi. Oui, Fabrice. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé a un problème par rapport à la gestion du pays. On lui impute 50 années et on estime que son père a dirigé 38 ans, lui il en fait 12. Les 50 ans, on lui impute cela. En réalité, dans la réalité, ce n'est pas vrai. Comme il a dit, lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Et donc, logiquement, Yadema est responsable de ses 38 ans, Faure Gnassingbé est responsable de ses 12 ans. Mais, il y a certains éléments que lui-même, certains actes que lui-même pose, et que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que nous sommes toujours dans la même gouvernance, dans le même type de régime. Quand vous prenez une célébration comme le 24 janvier, bon, tout le monde sait que c'est l'accident de Sarakawa. Oui. Et Yadema en faisait un culte parce qu'il se dit qu'il a échappé à la mort et autres. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut... Oui. À l'époque, on nous a dit que c'est une libération économique. Bon, après, on a compris que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore libéré économiquement. Alors, qu'est-ce qui motive la célébration de cette date aujourd'hui? Je crois que c'est de ces clichés-là, en tout cas, ceux qui avancent l'hypothèse selon laquelle c'est le même régime, ce sont des clichés quand même qui apportent de l'eau, qui apportent en quelque sorte des ingrédients à croire en cela. Et moi, je ne crois pas comme on l'a fait avec le 13 janvier. Moi, je crois que c'est des dates qu'il faut avoir le courage d'arrêter de célébrer pompeusement comme on le fait, comme si c'est quelque chose qui concerne l'État. Et quand on prend le 5 février, nous tous ici, nous avons des défunts dans la famille. Bon, chaque année, à la date de décès, chacun essaie de demander une messe. On peut le faire pour Yadema. Mais la qu'on façon... en fasse une qu'on en fasse une... Non, une commémoration nationale. Elle n'est pas nationale, mais les gens, de la façon dont les gens l'organisent et autres, ça tend à être une célébration nationale au Palais des Congrès de Kara. Je crois qu'on peut organiser une messe dans l'intimité avec la famille les plus proches et ça passera. Et donc ça, quand on ressort des clichés comme cela, c'est logique que certains aient du mal à faire le distinguo entre l'ère Faure Gnassingbé et celle de Yadema, alors que quand vous prenez du point de vue gouvernance, la façon dont les choses sont mêlées, ce n'est pas la même chose. Mais je crois que peut-être qu'il faut des conseillers courageux pour le suggérer, et comme on l'a fait avec le 13 janvier, il faut à un moment donné avoir le courage d'arrêter certaines choses qui à un moment donné gestent du discrédit sur le bien qu'on est en train de faire. Comme le confrère Liberté l'a écrit cette semaine, il n'y a pas trop de changement entre Yadema et son fils Faure Gnassingbé. Les choses sont juste un peu douces maintenant, sinon rien n'a changé véritablement. C'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. En tout cas, de mon point de vue, c'est Yadema qui disait dans ce pays que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Oui, et on a bien tissé la nouvelle. Beaucoup l'ont dit avant lui. Et on a bien tissé la nouvelle au bout de l'ancienne, parce que si on n'avait pas mis tout cet appareil de l'État, tout l'armée et le dispositif militaire au service de M. Faure Gnassingbé qu'on a pris et qu'on a mis au devant d'un système, il ne capterait pas le pouvoir dans les conditions qu'on sait à ce jour. Donc dire qu'il est différent de son père, c'est quand même pas juste. Maintenant, quand on regarde un peu les 12 ans de gestion de Faure Gnassingbé, c'est une catastrophe, ça moi je le dis. En 12 ans de gestion de Faure Gnassingbé, il y a eu plus de vols dans ce pays qu'en 38 ans de gestion de Yadema. Il y a eu plus de... Est-ce qu'on a arrêté les voleurs? Qui va les arrêter?
parce qu'ils sont tous les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas oui, de vol. mais nous tous, nous voyons les voleurs. Ils sont là, des gens qui sont sortis de nulle part et qui ont géré des sociétés d'État, qui ont géré des entreprises, qui ont géré des trucs qui sont devenus des milliardaires et qui narguent les populations. Parce qu'au temps des Adéma, on pouvait constater qu'au moins, on a arrêté des gens dans ce pays juste parce qu'ils ont gardé 5 millions ou ils ont gardé, je ne sais pas, par devers eux. Mais aujourd'hui, les gens détruisent totalement tout un pays, ils détruisent des entreprises publiques, personne ne leur dit rien. Les gens prennent de l'argent des routes pour mettre dans leur poche, personne ne leur dit rien. Et ces gens-là sont fiers de dire dans les quartiers que nous sommes milliardaires. Ils multiplient les maisons, les voitures, et ils sont tranquilles. Visiblement, c'est une gouvernance d'affairistes depuis que Faure est là, parce que les intérêts se croisent, il n'y a plus de décloisonnement entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Il doit y avoir quelque chose de bon sous la gestion de Faure Gnassingbé. Moi, ce que moi je constate, c'est ce que moi je dis. Parce que derrière cette gestion plus ou moins force et soft là, on a quelqu'un qui porte des gants de velours, vous voyez, et qui tous les jours, aujourd'hui, on a parlé des questions de liberté, et d'expression. On voit bien qu'on est en train de réduire les espaces de la liberté d'expression. Les journalistes sont inquiets. On a vu comment on a réduit aussi les espaces de liberté de manifestation. Et tout ça, ça se fait de façon très douce. C'est comme c'est comme une souris qui vient, qui vous pique un peu et qui vous met un peu de l'air sous les pieds. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est un système pernicieux, sournois, mais dont l'objectif est toujours de garder le pouvoir. Et quand on refuse de faire les réformes, c'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, sur le plan économique, vous avez vu comment le pays a été systématiquement détruit. Des gens qui sont sortis de nulle part. Même, on aurait même dû laisser certains minerais sans les exploiter, que les générations futures seraient contents. Aujourd'hui, on a tout dévasté. Et des gens ont mis l'argent dans leur poche, ont acheté des appartements un peu partout, et personne ne leur dit absolument rien. Sortez-moi les photos des appartements quand même. Mais on les sortira, mais t'inquiète. Mais t'inquiète, on les sortira. On a envie d'avoir les dossiers. Mais on fera les dossiers, on le fait toujours. Mais faire un dossier, il faut des moyens, il faut de l'argent. On fait les dossiers. Monsieur, merci beaucoup. On fait 6 secondes de s'arrêter là. Merci à Abi Alpha. Abi Alpha, qui est le patron du journal Le Rendez-vous. Fabrice Pékézi, le patron du journal Le Libéral. Loïc Lawson, qui est parti entre-temps, le patron du journal Le Flambeau des démocrates, et Ferdinand Haïtine du journal Alternative. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à Dia Prosper qui est sur la réalisation. Appelez-moi Eric Gatton. On se retrouve lundi pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.